Chers collègues, je vous laisse vous asseoir. Merci. J'espère que vous avez tous, comme moi, passé une excellente première journée de ce colloque, une journée qu'on va conclure de manière magistrale par notre conférence dite de prestige. Vous savez qu'au colloque Grécy, on a la tradition d'avoir 3 orateurs invités qu'on dit pléniers et qui viennent nous parler d'outils ou de sujets qui sont très en prise avec ceux auxquels on est habitué dans notre communauté. Et puis un orateur différent ou une oratrice différente ce soir qui est qu'on dit de prestige parce qu'elle vient nous entretenir de choses qui sont moins directement nos outils ou nos problématiques techniques, mais de problèmes qui nous intéressent. Et c'est à ce titre qu'on va avoir ce soir le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Madame Amy Dahan. Madame Dahan, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au centre Coiré. Vous avez travaillé avec l'école polytechnique, avec l'Université libre de Bruxelles et avec l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez la spécificité d'être à la fois une mathématicienne au sens technique du terme et une experte de l'histoire et de l'épistémologie des sciences et des mathématiques en particulier. Vous avez notamment écrit et coécrit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire des mathématiques. Vous êtes aussi impliqué dans les questions de la place des femmes dans la science, et c'est une question qui reste évidemment d'actualité. On était en train de se demander quel était le pourcentage de dames dans la salle. Peut-être quelqu'un pourrait nous répondre. Et ça fait écho à la table ronde qui sera organisée jeudi, à laquelle vous êtes tous évidemment conviés pour réfléchir à ces questions. Vous avez dans le passé, vous vous êtes beaucoup intéressé dans le passé à la notion de désordre et aux théories du chaos et de la complexité auxquelles beaucoup d'entre nous sont ici aussi également intéressés. Bon, et j'ai plaisir à imaginer que c'est le désordre, ou c'est votre intérêt pour le désordre qui vous a amené à ensuite travailler sur les relations entre science, société et décisions politiques. Évidemment, ces questions, vous les avez beaucoup travaillées dans le contexte du changement climatique, avec des contributions et des rapports et des travaux sur la gouvernance nationale et internationale du changement climatique. Donc nous sommes tous intéressés par ces questions et très intéressés par écouter vos réflexions. On sort en plus d'une crise sanitaire qui nous a tous quand même profondément marqués et qui, je crois, a profondément et sévèrement questionné les questions des relations entre science, société et décisions politiques. Donc peut-être que les réflexions sur le climat éclaireront aussi un certain nombre de choses qui se sont passées pendant la période de la Covid. Donc sans plus attendre, je vais vous céder la place et au nom de l'ensemble du comité de programme votre nom a fait l'unanimité au sein du comité de programme quand il s'est agi de vous inviter. Donc au nom du comité de programme, je vous remercie d'avoir réussi à venir nous voir malgré un emploi du temps très chargé. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie beaucoup de cette invitation qui m'a, je dois dire, fort surprise et un petit peu, bon, évidemment, fait très plaisir, mais un peu inquiétée parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'on attendait de moi exactement. Bon, on verra bien si ce que j'ai concocté vous intéresse ou trouve un écho chez vous, je l'espère. Et en tout cas, vraiment, je vous remercie de votre accueil et de toute cette de ce déjeuner qu'on a eu avec quelques-uns d'entre vous, etc., et qui ont vraiment été extrêmement chaleureux et ouverts. Donc, effectivement, j'ai, je dirais, une carrière un peu, voilà, je dirais pas chaotique, mais qui a évolué. Puisque j'ai commencé par des mathématiques à l'université, puis au CNRS en histoire des sciences, avec différents moments et différents sujets d'intérêt. Et depuis les années 2002, je dirais, je suis tombée dans la marmite de la question climatique, comme Obélix tombe dans la marmite, totalement passionnée et habitée par ce problème.
Mais bon, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais pas faire que ça, vous parler de ça, parce que bon, vous lisez ça beaucoup dans les journaux. Je vais essayer d'avoir un regard un petit peu, justement. Je dis pas que je reparcours tout mon parcours, mais j'ai essayé de construire une intervention qui effectivement tricote un certain nombre d'intérêts que j'ai eus au cours des années, des décennies précédentes, on peut dire, et voilà, de vous intéresser. Donc, tout de suite, pour essayer de vous prévenir, j'ai un PowerPoint que je suis pas sûre que je vais utiliser complètement parce qu'il est un peu chaotique lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'anglais, il y a du français, il y a beaucoup j'ai pas eu le temps vraiment. On est le 5 septembre. Demain matin, je vais à une conférence à Oxford. Donc c'est pas pour m'excuser, mais bon, mon PowerPoint, il est pas parfait. Et donc je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai peur qu'il vous détourne un peu du propos. On va voir. D'accord? Bon. Alors, sinon, voilà. Je vais quand même. Alors, ça veut dire quoi cet intérêt épistémologie et politique depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la question climatique, bien sûr, jusqu'à nos jours, avec d'une certaine façon un propos qui va se resserrer sur la question climatique au fur et à mesure, parce qu'évidemment, dans les années 45-50, c'est pas encore le problème et l'importance du problème telle qu'elle se manifeste aujourd'hui et telle qu'on la comprend aujourd'hui. Et donc là, je voudrais alors épistémologie et politique, ça peut vous surprendre. En fait, si vous voulez, je commencerai par une phrase qui a été prononcée en 1950 par quelqu'un qui s'appelle Hans Forster, qui était à la fois un philosophe et un scientifique, un des fondateurs de la théorie des systèmes. Heinz von Forster a écrit « Épistémologie is politics ». L'épistémologie, c'est de la politique, c'est politique. Et donc, il s'était intéressé aux conditions qui avaient conduit à la théorie de l'information durant la guerre froide, surtout, pas tellement la deuxième guerre parce qu'elle intervient après, mais la guerre froide a occupé la place qu'elle avait occupée. Mais en fait, cette phrase synthétise, si on veut, les conclusions de très nombreux travaux d'histoire des sciences qui se sont focalisés sur diverses disciplines qui se sont déployées dans la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et dans les années, en gros, 1940, disons, 65, et qui sont des travaux qui ont porté, alors comme je vais me faire un petit peu de pub en passant, ces travaux d'historiens des sciences, américains, français, etc., ont été d'une certaine façon réunis, en tout cas des études extraites de ces travaux par les auteurs les plus importants qui les avaient conduites, ont été réunis dans un livre qui s'appelle « Les sciences pour la guerre », 1940-1960, et qui est paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, aux presses de l'EHESS, en 2004, et qui, d'une certaine façon, drainait tout ce programme de recherche qu'on a mené sur les sciences à cette époque et l'esprit des sciences à cette époque. Et donc, c'est des travaux qui ont porté sur quoi? La cybernétique, la théorie du codage, la théorie des jeux, les mathématiques appliquées de l'époque, la nouvelle physique, les débuts de la modélisation, etc., etc. La psychologie expérimentale, des travaux donc où tous les auteurs, d'une certaine façon, mettent l'accent, insistent sur l'esprit, l'hégémonie de l'esprit de guerre et de command and control, comme on dit en anglais, dans la plupart de ces travaux. C'est-à-dire, c'est des conceptualisations et des pratiques
qui porte l'empreinte de cette culture de guerre, de cette Peter Gallison, qui est un historien des sciences particulièrement connu internationalement et professeur à l'université de Harvard, a appelé an ontology of the enemy within épistémologie, l'ontologie de l'ennemi à l'intérieur de l'épistémologie, c'est-à-dire voir véritablement cette culture de l'ennemi, de la commande, etc., dans la guerre, dans la science. Donc, les historiens des sciences ont en particulier insisté sur le changement radical de la culture, en particulier des physiciens, dans la société américaine de ces années-là, et le tournant pragmatique qui a été pris après la Deuxième Guerre mondiale dans toute l'activité scientifique, en particulier, qui a cherché à devenir opérationnel, avec des résultats prédictifs avant tout, capable d'être appliqué immédiatement, au détriment, je dirais, d'un idéal de connaissance fondamentale, cohérente, une connaissance des lois de la nature qui avait caractérisé, si on peut dire, la période de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire tout ce qui a été, par exemple, la conceptualisation des fondements de la mécanique quantique, etc. Il y a un scientifique qui est, si on peut dire, paradigmatique de ce changement de culture des années 30 aux années guerre froide, c'est John von Neumann, qui était avant la Deuxième Guerre, un des fondateurs, qui avait mis les fondements de la mécanique quantique sous forme extrêmement théorique et extrêmement cohérente, etc., et qui était un scientifique de mathématiques théoriques très profonde, et qui, au moment de la Deuxième Guerre, switch son activité parce qu'il est aux États-Unis et qu'il participe à l'effort de guerre vers le programme Los Alamos et ensuite les équations aux dérivées partielles et toutes les méthodes mathématiques nécessaires à la mise au point de la bombe H dans les années 50 aux États-Unis, etc. Et bien sûr aussi l'ordinateur et la question de l'outil numérique auquel il a participé. Donc voilà la météorologie. Alors pour dire un petit mot quand même de ce qui sera le domaine auquel on s'intéressera plus tard, qui décolle aux États-Unis à cette époque, et exactement aussi avec le nom de John von Neumann, puisqu'il a été celui qui a expérimenté, mis au point le premier ordinateur numérique à Princeton. Sur quoi? Sur quel problème? Le problème de la prédiction du temps sur tout le territoire des États-Unis, ce qu'on n'avait jamais fait, et qu'il va faire au tout début des années 50. Avec d'ailleurs celui qui deviendra un des climatologues les plus connus dans les 20 années qui suivent, Jules Charnay, dont on aura l'occasion de parler, parce que effectivement Jules Charnay, c'est le premier qui, en 1979, donc quelques 25 ans plus tard, a fait un mémoire absolument majeur sur la question du changement climatique et de la sensibilité du climat au forçage du carbone. Bien, donc cette météorologie qui se développe dans les années 50, évidemment qu'elle porte elle aussi cette culture de guerre, elle se développe en relation directe avec les militaires américains et elle s'inscrit tout à fait dans cette tradition. Un autre nom que je cite à ce moment-là, qui est Lovelock. Lovelock, c'est quelqu'un qui, avec une femme, Lynn Margulis, sera associé à ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, et quelque chose dont je parlerai plus tard, le système Terre, mais plus tard, dans les années 80. Eh bien, lui aussi, il commence dans ces années-là ses travaux avec la théorie de mathématique et théorie de l'information, avec aussi un esprit vraiment très inspiré par cette culture de guerre. Donc à ce moment-là aussi, il faut dire que les sciences
prenne une place centrale dans la société américaine. On sait que, en particulier, elle a été, enfin, d'abord, les sciences, à ce moment-là, aux États-Unis, c'est la première puissance scientifique du monde. Bon, ça le reste jusqu'à aujourd'hui, on le sait. Mais c'est à ce moment-là que ça s'installe, évidemment, au moment de la Deuxième Guerre et guerre froide. Et les maîtres mots de cette affaire, non, pas tout de suite. Bon, de cet esprit, je dirais, c'est internationalisation, colonisation, extension des espaces habités. Par exemple, l'exploration de l'Antarctique, c'est évidemment dans ce moment-là. Bien sûr, la conquête spatiale, toutes ces extensions de domaines scientifiques sont des domaines qui sont marqués par cet esprit de conquête, de maîtrise, de colonisation, etc. Et avec aussi, je voudrais dire quelques mots ici du régime d'expertise qui s'installe aux États-Unis à cette époque-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les scientifiques, les physiciens en particulier, il y a eu énormément d'ouvrages sur les physiciens américains de cette période, qui sont devenus des gens extrêmement puissants et très proches du pouvoir politique et du pouvoir militaire, qui étaient, enfin, pas tous, mais les plus importants d'entre eux, et qui sont consultés, extrêmement largement subventionnés, etc. Il y a des programmes entiers qui leur accordent une importance très grande. Ils sont consultés par le pouvoir politique à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Mais évidemment, quand je dis tout ça, parce que je vais clore un peu cette introduction sur cette période de la Deuxième Guerre mondiale pour la contraster avec des périodes qui vont m'intéresser davantage juste après, il ne faudrait pas croire que tout est absolument comme ça, que cet esprit, c'est un esprit du temps, c'est une façon, alors là je n'ai pas le temps évidemment d'entrer dans les manières exactement de conceptualiser, etc., pourquoi l'importance de ces questions, quand je dis culture de guerre, la recherche opérationnelle, etc., ça se répand dans tous ces domaines, mais évidemment il y a des groupes scientifiques, il y a des sous-disciplines qui résistent. Par exemple, en mathématiques, les mathématiques appliquées explosent aux États-Unis dans ces années 50. Elles explosent totalement, avec une partie opérationnelle et une partie numérique qui prend une importance croissante, mais il y a toujours ceux qui sont pour les mathématiques, pour l'honneur de l'esprit humain, comme on disait. C'est vraiment deux images qui sont en concurrence, en conflit même. J'ai parlé de conflit d'images. Les mathématiques pour l'honneur de l'esprit humain versus les mathématiques pour le monde. Et par exemple, on peut dire que en France, on reste beaucoup plus longtemps dans les mathématiques pour l'honneur de l'esprit humain. J'ai eu l'occasion d'écrire une biographie de Jacques-Louis Lyons, le mathématicien qui a, d'une certaine façon, fondé l'école de mathématiques appliquée à la française dans les années, à partir de la fin des années 50 et jusqu'aux années 80. Il venait de Bourbaki, il venait du groupe Bourbaki, il était un élève de Schwartz, etc. Mais il s'en est détaché et il était fasciné par ce qui s'était passé aux États-Unis, la trajectoire de von Neumann, et il voulait qu'en France on fasse ça. Et bon, c'est un peu toute cette histoire que j'ai racontée dans ce livre qui est paru à la découverte, je ne sais plus quand, il y a quelques années. Voilà. Bon, alors, tout ça pour dire. Alors maintenant, j'introduis quelque chose qui va arriver un peu après et qui est un changement d'air du temps, justement. Donc j'ai appelé ça Zeitgeist, esprit du temps. C'est une autre épistémée qui se répand, autre chose. C'est-à-dire que, évidemment,
il faudrait, et vous m'excuserez de ne pas le faire plus, il faudrait beaucoup plus expliquer des événements généraux de la société, de la culture, etc., pour expliquer ça. Mais dans les années 70, je dis qu'il y a un autre esprit que cette culture, cette ontologie de l'ennemi, ou cette imprégnation de la culture de guerre dans la science, qui se répand et se développe, et va aussi changer l'esprit, la hiérarchie des disciplines, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas mentionné en tant que tel pour les années 50-70, c'est la hiérarchie des disciplines. Dans cette période-là, évidemment que la physique est au fait de cet édifice des disciplines hiérarchisées, les mathématiques aussi, les mathématiques appliquées, le calcul, etc. Et après, il y a beaucoup de disciplines satellites qui se raccrochent à ces deux grandes disciplines historiques. Mais voilà, c'est ça le domaine. Dans les années 70, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine, je dirais, d'abord il y a la crise économique. Vous savez qu'il y a été la crise du pétrole, les deux crises pétrolières des années 73-75. Il y a de plus en plus d'intérêt d'inquiétude, je dirais, environnementale, qui se répandent aux États-Unis, en particulier, par exemple, la parution de l'ouvrage de Rachel Carson qui s'appelle Le printemps silencieux, Silent Spring, qui a eu un écho énorme parce que c'était un printemps donc sans oiseaux, comment ça se passait de plus en plus sur les territoires, les larges territoires américains, et la pollution, les pollutions chimiques, etc. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de ce qu'on a appelé la bombe P, la bombe population, et donc une inquiétude. Et évidemment, est associé à tout cela le fameux rapport du Club de Rome qui s'appelle Limits to Growth, ou bien rapport Meadows, qui est l'émergence d'inquiétudes environnementales au niveau... dans le Club de Rome, c'était le Club de Rome, hein, donc ils s'intéressaient aussi aux questions proprement économiques de futur des pays développés, de l'Europe. Et le rapport du Club de Rome posait un certain nombre de questions comme ça. Ça c'est pour donner un peu et bien sûr, c'est aussi la guerre du Vietnam et un certain nombre de lassitudes, ou de courants d'opinion opposés à la guerre, opposés à cette manipulation de l'environnement. Par exemple, vous savez qu'il y avait des programmes de manipulation du temps aux États-Unis qui étaient expérimentés, qui ont fonctionné. En particulier, par exemple, dans l'université de Floride, il y avait un énorme département sur la manipulation du temps. Provoquer des nuages, déplacer des pluies, détourner des ouragans, etc. Et en fait, on s'est aperçu que d'abord, ça ne marchait pas si bien que ça. Les détourner là, mais ils arrivaient ailleurs, et puis les gens qui les recevaient n'étaient pas du tout d'accord, et donc il y a eu plein de problèmes entre les différents secteurs du territoire américain. Et puis évidemment, on a utilisé tout ça au Vietnam. Enfin, l'idée était d'utiliser cela au Vietnam, de balancer des dust, des poussières, des poutres, etc., pour provoquer un certain nombre d'événements qui permettent aux Américains de mieux déployer leur agression contre le peuple vietnamien. Enfin, tout ça. Et il y a évidemment un certain nombre de forces sociales, de forces culturelles, qui commencent à s'inquiéter de tout cela. Pour revenir plus directement sur les sciences, je dirais que c'est un peu ce que Pierre mentionnait, c'est-à-dire un intérêt nouveau vers des problèmes, d'abord une lassitude vers les grands programmes
de la physique, de la big science de la physique, des grands projets scientifiques qui coordonnaient des centaines et des centaines de gens, avec des grands programmes où il fallait s'inscrire pour expérimenter, pour faire, etc. Bon, mais en Europe, on avait un tout petit, un échantillon au CERN, mais aux États-Unis, évidemment, à Los Alamos, à Chicago, etc., il y avait ces grands projets. Et donc, il y a eu un intérêt pour une science plus, ce que les Américains disent mundane, je dirais, de tous les jours, des phénomènes macroscopiques, des phénomènes à notre échelle, qui ne soient pas simplement de la science réductionniste. Et donc aussi, vous savez, ça a été la mode de la physique, ce qu'on a appelé du tas de sable, de la goutte d'eau, des phénomènes macroscopiques, bien sûr aussi un intérêt pour l'écologie et les sciences de l'ingénieur, mais qui sont d'une certaine façon qui s'occupent du problème à notre échelle, etc. Et donc aussi les problèmes de phénomènes turbulents, instables, etc. Pas seulement la question du chaos et du désordre, parce que ça a été ça aussi de dire, voilà la mode, on en parlait à midi, c'est-à-dire ça a été vu comme une nouvelle révolution scientifique, celle du chaos, qu'on a cru être celle du chaos, une nouvelle révolution scientifique. C'était pas rien, mais simplement aujourd'hui, c'est complètement digéré dans la science. C'est un certain nombre de résultats qui concernent des secteurs très importants des sciences, ou bien de théories mathématiques, comme la théorie des systèmes dynamiques et tout ça, mais c'est pas la révolution qui, voilà, comme la théorie de la relativité, ou bien la révolution galiléenne. Mais à cette époque, si, ça l'était. Donc ça m'a beaucoup intéressé de savoir comment ça se fait. Bon, ça, je n'ai pas le temps de développer plus, mais comment ça se fait qu'à une époque donnée, quelque chose prend une telle importance et ensuite, je ne dirais pas disparaît, mais est digéré dans la normalité de la science. Et donc, il y a cette culture, cette mode pour le chaos, le désordre, et surtout l'intérêt pour les combinaisons nouvelles d'ordre et de désordre, de phénomènes qui peuvent combiner de façon complexe l'ordre et le désordre, et évidemment les problèmes, je dirais, de la météorologie ont été au cœur de cet intérêt-là, puisque vous savez bien que Lorentz, le fameux Lorentz, le météorologue que j'ai pu interviewer dans les années 90, et qui avait lancé l'histoire du détail, le battement d'ailes de papillon, je ne sais pas où, en Australie, qui provoque un ouragan en Europe ou aux États-Unis. Enfin bon, le détail qui peut engendrer la catastrophe. Eh bien, a été un des protagonistes de ce débat, qui en fait est un débat important, sur lequel là aussi je ne vais pas m'attarder, mais c'est pour vous donner une idée de ce secteur que j'ai pu explorer, où il a été lui-même en discussion très importante avec Charnay, à l'époque, qui étaient donc ils sont à peu près de la même génération. Peut-être que Lorentz est légèrement plus jeune, mais dans ces années 70, il commence justement à s'intéresser aux combinaisons de ordre et de désordre et du rôle, évidemment, du numérique, puisque finalement la découverte de Lorentz, elle s'est faite à partir des erreurs d'arrondi sur ordinateur, voilà, il coupe son calcul et puis il revient quelques heures plus tard pour le reprendre, mais en le reprenant, évidemment, il ne reprend pas exactement au même endroit, puisqu'il y a les erreurs d'arrondi, et ça lui donne des trajectoires complètement divergentes, et donc cette question apparaît. Donc il y a un nouveau discours sur la complexité et une hiérarchie des disciplines qui là aussi change. Cette hiérarchie, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir la biologie et les sciences de l'environnement prendre une importance beaucoup plus grande. En tout cas, je ne dirais pas qu'elles sont encore déjà au fait de la pyramide des savoirs, mais elles accèdent au nouveau panthéon des sciences, et voilà. Bien. Donc, si vous voulez, si je
résume les éléments clés qui caractérisent cette nouvelle représentation de la fin de siècle, ce qu'on a appelé un peu fin de siècle image des sciences. Et quand je dis fin de siècle, c'est un peu la fin du siècle, effectivement, mais c'est aussi fin de siècle au sens un peu de voilà, quelque chose qui décline. La science n'a plus exactement la même importance que dans les années 50-70, 50-65 par exemple, de la guerre froide, où elle était vraiment au fait de la puissance, du financement, de tout. Là, nous sommes à un moment où, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est évidemment là, à ce moment-là, qu'apparaissent les premiers scepticismes vis-à-vis de la science, en particulier le climato-scepticisme américain, qui est finalement comment dire, c'est devenu la profession de foi des républicains. Et ça, c'est depuis très très longtemps. C'est depuis les années 90 ou 85 que les républicains américains sont climato-sceptiques. Alors, avec des variations un peu diverses, mais quand même, c'est un truc très 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 ancien. Bon, alors, je résume, parce que c'est vrai que de temps en temps, je fais des petites extrapolations, et j'espère que voilà, vous suivez le fil, c'est pas trop difficile, ça va, je suis pas trop confuse. Donc, en gros, si vous voulez, les grands, si on résume les éléments clés de ce changement de représentation de l'esprit des sciences, de la nouvelle image des sciences, c'est la logique du raisonnement scientifique a changé, c'est-à-dire la relation entre cause et effet a changé. En bref, le monde est non linéaire et un détail peut apporter la catastrophe. La deuxième credo, si on peut dire, la complexité, qui était premièrement, on était persuadé qu'elle était décomposable en unités élémentaires, eh bien, non, elle ne l'est plus. Seule l'approche globale est pertinente, ou bien elle est incontournable, en tout cas, si ce n'est qu'elle est seule pertinente, mais elle est incontournable. Troisième credo, la physique du tas de sable ou de la goutte d'eau, etc., révèle la nature profonde de la matière, du comportement de la matière, qui n'est pas donnée par la physique atomique. Alors, c'est pas rien, là, j'ai pas le temps de tout. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est des comment dire, des gouffres qui s'ouvrent avec des débats absolument énormes entre scientifiques. Le quatrième truc, le réductionnisme a atteint ses limites, voilà, et sa fin est annoncée, clairement, pour un futur très proche. Pour ceux qui ne sont pas tout jeunes, dans cette salle, il y a un personnage qui est, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est en France caricatural de tout ça. Mais caricatural, c'est-à-dire il a pas. C'est Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a été un scientifique des géosciences prestigieux, enfin, qui a eu un prix, enfin, etc. Mais si on regarde, par exemple, un livre qu'il a écrit à l'époque, bon, j'étais un peu en polémique avec lui, qui s'appelle La Revanche de Platon, mais c'est caricatural. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Le réductionnisme, c'est fini, ça n'a plus aucun intérêt. Les mathématiques, c'est plus la peine d'en faire. C'est plus la reine des sciences du tout. Il faut faire des géosciences. Enfin, tout est schématique, absolument abrupt et sans nuance. Voilà. C'est un peu terrible là, de penser. Et il était climato-sceptique, vous le savez. Il était climato-sceptique, hein, quand même. C'est terrible de penser que le ministre de l'Éducation nationale en France, un chercheur quand même très important et de talent, était climato-sceptique. Et finalement, donc, on peut dire que dans la représentation qui est à l'issue de ces thèses ou de ces credos, la hiérarchie des disciplines a complètement changé, et comme je le disais, la biologie et les sciences de la nature, de la Terre, sont portées au panthéon des sciences. Bien. Peut-être que aussi, ce que je pourrais dire, c'est que
dans les années 80 et 90, c'est-à-dire tout petit peu en aval de ce que j'ai esquissé là, mais qui se conforte, qui prend de plus en plus d'importance. C'est-à-dire ça ne change pas. Et d'une certaine façon, ça ne va pas changer pendant longtemps. Les mots, si vous voulez, les keywords de cette époque, c'est quoi? Ce n'est pas internationalisation, colonisation, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va être quoi? Ça va être l'economic globalization, la globalisation économique, le transnational, les intégrations. L'intégration, c'est un mot qui va être très très utilisé et je vais y revenir. Bien sûr aussi, du point de vue économique, le libéralisme, l'idée que aujourd'hui nous sommes dans un moment où les échanges économiques tous azimuts vont régler beaucoup de problèmes du monde. Donc, bien sûr, les marchés en particulier ont énormément bénéficié de l'essor des technologies de l'information et de la communication de cette époque, qui vont, et en particulier, il y a une sorte d'unification de ces technologies et de nouvelles opportunités pour la question des modèles, enfin de l'acquisition des données et le calcul et la dissémination, on peut dire, des données. En particulier, si vous voulez, il y a eu tout du point de vue du domaine qui m'intéresse, auquel je vais finalement arriver, à savoir le climat, le système Terre, etc. C'est une époque où les satellites qui observent la Terre et qui engrangent de plus en plus de données et qui sont capables de plus en plus, à l'aide évidemment des technologies du numérique qui se sont énormément développées, de remplir, enfin d'alimenter les modèles de données, et c'est ça qui va devenir de plus en plus qui a permis à cette science du climat de se développer. Et là, je mentionne un ouvrage d'un collègue américain qui s'appelle Paul Edwards. Paul Edwards, qui était justement quelqu'un de spécialiste des sciences de l'information et de la communication et des modèles de données, qui a écrit un ouvrage absolument majeur pour l'histoire des modèles du climat, des sciences du climat, pour expliquer comment, justement, cette question des données, de l'alimentation des données, etc., pour les modèles du climat, a été majeure pour configurer un peu la façon dont ces modèles existent, sont utilisés, etc. Je vais juste un petit mot à... Bon, là, il faut que j'arrête. Non, je passe à autre chose. Voilà. Dans ces années-là, il y a, comment dire, oui, il y a plein de débats, je le dis très rapidement, il y a plein de débats aux États-Unis en particulier, mais pas seulement, il y a eu aussi des livres en France à propos de l'unité de la science. Vous savez, l'unité de la science, c'est un thème un peu bateau des philosophes des sciences et tout ça. Est-ce qu'il y a une unité de la science? Qu'est-ce qui fait l'unité de la science, etc. Bon, on sait très bien que après la révolution scientifique et pendant 3 siècles, l'unité de la science était donnée par quoi? Le langage des sciences. Et le langage des sciences, c'était les mathématiques. Et c'est ça qui conférait. Galilée, il avait écrit le langage, enfin le livre de la nature. Galilée, et puis bien sûr ceux qui l'ont suivi, Newton, etc., ils avaient écrit le langage de la nature en mathématiques, dans la langue mathématique, et c'était cette discipline-là qui était la science unificatrice des sciences. C'était ça, c'est ça qui conférait l'unité aux sciences. Plutôt, disons ça comme ça. C'est ça qui... Et à ce moment-là, il y a de nouveau, étant donné cette époque de la fin du XXe siècle, où on se repose des questions et où quelque part, en dépit des sciences de la communication et de l'information et de tout ce qui est mathématique dans tout ce domaine, dont vous êtes évidemment, vous, je pense, imprégné, encore bien plus que moi, eh bien, la question se pose, mais il y a des débats sempiternels sur est-ce qu'il y a maintenant
je ne sais pas comment traduire vraiment ce mot en français, désunion de la science ou disunity, disparité de la science, enfin une science éclatée, quoi. Une science éclatée en différents domaines qui aurait des épistémologies différentes, des unités conceptuelles différentes. Et est-ce qu'il y a ça ou qu'est-ce qui fait l'unité des sciences? Et donc, il y a énormément d'ouvrages là-dessus. Et par exemple, toujours pour citer Galison, qui est quelqu'un qui a fait vraiment autorité sur comment est-ce qu'on parle des sciences et comment on les analyse, etc., justement, il parle des trading zones des sciences, c'est-à-dire des zones d'échange de certaines disciplines scientifiques, etc., qui ne sont pas les mêmes et qui échangent, etc., et d'autres, donc des sortes d'îlots, un peu séparés les uns des autres, mais cet assemblage hétérogène et non unifié des sciences, c'est précisément ce qui structure, d'une certaine façon, la force et la cohérence des sciences. Et puis d'autres vont tout simplement dire, les unifiers de la science, ce qui fait l'unité des sciences, les facteurs unificateurs, ben c'est quoi? C'est avant tout, ça a été les mathématiques, aujourd'hui c'est le numerical modeling, la possibilité d'être modélisé mathématiquement et ensuite de pouvoir entrer dans des machines et d'être numérisé, etc. Donc c'est ça qui va faire l'unité des sciences. Donc ce débat-là, je ne peux pas le développer, mais c'est très important au moment où je vais aborder, à mi-parcours, je dirais, de mon exposé, ce qui concerne vraiment les modèles du climat et de la Earth System Science. Alors j'essaye d'aller... Bon, après je reviendrai sur ça si j'ai le temps, mais si je n'ai pas le temps, tant pis. Alors, je dirais que évidemment, les modèles de climat, ils n'ont pas commencé dans les années 80. D'abord, comme je le dis, dans un modèle climatique, il y a une partie dynamique qui est tout à fait proche de la météorologie, donc qui existait depuis les années 50, et même avant, d'une certaine façon. En tout cas, avec Navier-Stokes, on avait quand même des façons d'écrire les équations d'écoulement des fluides, et donc on pouvait modéliser certains aspects. Et puis, dans le modèle climatique, ce qui est tout à fait évidemment nouveau, c'est qu'il y a une partie physique qui prend en compte les phénomènes qui sont sous la maille, parce que la partie dynamique, c'est finalement l'écoulement sur le globe terrestre, qui a été maillé par les latitudes, longitudes et éventuellement plus serrées. Et voilà, on regarde l'écoulement des fluides. Et sous la maille, qu'est-ce qui se passe? Et sous la maille, il y a ce qu'on appelle des paramétrisations qui sont utilisées par les différents scientifiques, qui ne sont pas forcément les mêmes, etc., qui ne sont pas universelles et qui sont des sortes de petits modèles ad hoc qui sont mis pour parler de, je ne sais pas moi, le rôle des nuages, tel phénomène qui va intervenir dans la propagation atmosphérique, etc. Et donc, il y a des difficultés évidemment considérables d'échelle, de temps et d'espace là-dedans. Et ce qui se passe dans un modèle de climat, c'est qu'un tout petit groupe de gens l'a construit, explore ses rétroactions, en sont familiers. Je parle au début, parce que maintenant, il y a les gros modèles de climat, je vais en parler tout à l'heure, qui sont ceux qui rentrent dans les exercices d'évaluation du GIEC, par exemple, pour chacun de ces rapports. Chacun de ces rapports, là, nous en sommes au 6e ou au 7e? J'ai un doute. J'ai brusquement un doute. Je ne sais plus. Bref, je pourrais compter. C'est-à-dire, il y a eu le premier en 90, 95, 2001, 2007, 2014 et maintenant. C'est-à-dire, on est au 6e rapport du GIEC. Donc voilà. À cette époque, quand c'était dans les années 80-90, qu'on est dans les premières modélisations du climat en tant que tel, et on cherche à regarder un certain nombre de
de résultats, de rôles, d'interactions, etc. On est tout le temps voilà, avec des paramétrisations ad hoc, qui ne sont pas les mêmes, que tout le monde ne comprend pas. Ceux qui ont construit le modèle le comprennent mieux que d'autres, etc. Et il y a finalement des compromis entre complexité du modèle et coût du modèle en temps de calcul, des simulations. Et en particulier, par exemple, avec une de mes étudiantes, enfin, thésarde, enfin maintenant, on a justement regardé pourquoi, par exemple, en France, il y a deux modèles du climat, principalement. En tout cas, dans les années 90, il y a eu un grand débat. Il y avait le modèle de Météo France, et comment est-ce qu'on allait le développer pour devenir un vrai modèle de climat, parce que ce n'était pas un modèle de climat, c'était un modèle de prédiction météorologique. Et puis, ce qui se passait à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et donc, à un moment donné, il s'est posé la question que Pierre-Simon Laplace adopte le modèle de Météo France. Et en fait, ça ne s'est pas fait, parce qu'ils ne voulaient pas, ils disaient qu'ils ne pourraient jamais faire de la recherche sur quelque chose qu'ils n'avaient pas eux-mêmes construit, etc. Il y a toute une discussion, etc., que nous avons raconté, mais mis à plat aussi dans tous ces attendus scientifiques et épistémologiques, qui a abouti à l'existence de ces deux modèles. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé pour les modèles du climat ? Au départ, les modèles, c'était des modèles atmosphériques du climat, donc, et il y a eu progressivement les couplages, c'est-à-dire les couplages d'abord avec les océans. Ça arrive aux États-Unis à la fin des années 80 et en France en 92. Justement, ça a été un labo scientifique qui a fait le couplage d'abord entre le nouveau modèle de Pierre-Simon Laplace et un modèle d'océan. Et ce laboratoire est à Toulouse, est très proche de Météo France. Il a travaillé aussi avec Météo France. Enfin, ça a été un truc très très important pour la communauté française d'accéder à ce modèle de couplage océan. Bon, et puis progressivement, il y a eu avec les glaces, les modèles de glace, et les modèles de sol, de surface. Donc ça, je voudrais en parler un petit peu parce que, si vous voulez, c'est très important pour... j'ai pas malheureusement le temps d'énormément développer dans une étude fine de deux traditions qui se sont développées à l'échelle internationale, qui sont les modèles climatiques de plus en plus gros, de plus en plus qui intègrent de façon modulaire des couplages avec d'autres milieux, donc atmosphère, océan, glace, surface. Et ensuite, on met le cycle du carbone, et ensuite, on met des pollutions chimiques, et ensuite, on met d'autres mécanismes divers, et voilà, on fait quelque chose de plus en plus holiste, mais pas à pas, avec une pluridisciplinarité qui est par étapes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un couplage avec un milieu, enfin un modèle d'un milieu différent, eh bien, il y a des spécialistes de ce milieu, des spécialistes des océans, qui au départ ne connaissent pas grand-chose sur les modèles atmosphériques, ou des spécialistes, par exemple, des glaces, ou des spécialistes, voilà, qui venaient avec leur connaissance de paléoclimatologie et de carottage des glaces, etc. Et il faut faire entrer cet apport, si on peut dire, ce groupe de scientifiques qui vont apporter des choses et les faire rentrer dans le modèle. Et chaque fois qu'on rentre un nouveau milieu dans le modèle, on fait une collaboration, une nouvelle collaboration avec d'autres, avec cette nouvelle communauté scientifique, et ensuite il faut que tout ça fonctionne pour tout le monde. Donc c'est cette période-là extrêmement longue et lente, d'une certaine façon, lente, pas si lente que ça, mais elle a quand même pris au moins 20 ans pour faire ça. Et pendant ce temps-là, en même temps qu'il y avait ça, il y avait, en particulier aux États-Unis,
Autre chose qui s'est... Excusez-moi. Autre chose qui s'est développée, qui était la Earth System Science. Enfin, des choses qu'on appelait les modèles du système Terre. Alors, les modèles du système... Alors, je ne peux pas malheureusement complètement expliciter et puis rendre très, très clair toute la... Comment dire, la différence d'approche entre les deux. En particulier, les Earth Systems, ça a été c'est une communauté qui vient d'ailleurs. C'est une communauté qui venait principalement des sciences de l'environnement, en particulier de la biologie, de la biosphère, mais surtout des interactions entre le végétal et l'atmosphère, ou bien qui faisait rentrer, qui était intéressé avant tout par la question de la biodiversité, des problèmes de l'environnement, etc., et beaucoup moins par le holisme des modèles du climat. Et cette tradition-là, en particulier, il y a eu des programmes aux États-Unis dans les années 90, fin des années 80-90, il y a eu une effervescence, on peut dire, institutionnelle à ce moment-là, qui a donné des programmes, dont en particulier, par exemple, le programme International Biosphere Geosphere Programme. Et ce programme-là, c'est très important parce qu'il est à la racine. Enfin, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit dans les questions climatiques, mais y compris dans la gouvernance climatique internationale et dans la façon dont il faut résoudre le problème climatique, deux communautés qui sont en concurrence l'une avec l'autre et qui ont je ne dirais pas des points de vue différents, mais des approches différentes pour gérer le problème climatique. En particulier, la ligne qui vient de Earth System Science, qui, elle, s'occupait beaucoup plus de biogéochimie au départ, de problèmes elle n'avait pas forcément elle ne savait pas très bien gérer dans les années 80 les interactions entre la biogéochimie et le végétal. Mais c'était ça qui l'intéressait, et c'était ça son problème. Et donc, elle a donné, si vous voulez, un peu plus tard, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Crutzen, Paul Crutzen, qui a été un prix Nobel en 2003, et qui est quelqu'un qui a fondé, enfin qui a été le père, si on peut dire, du concept d'anthropocène. Donc c'est une tradition qui est un peu différente de celle des modèles du climat, tels que j'ai commencé à vous expliquer comment ils se construisent par agrégation de groupes, etc., où évidemment la modélisation atmosphérique est là au départ, et tous les autres viennent dedans, et ça se complexifie, tandis que les autres, c'est pas du tout la même chose. Et bon, voilà. En particulier, ce qui est très intéressant aussi, je vais y venir. Hop. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Non. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà dites. Je vous les mets parce que ça vous les met à l'esprit, c'est-à-dire cette idée que c'est une méthode concrètement anti-réductionniste, avec plusieurs aspects épistémologiques très novateurs. Donc le terreau très désunifié et hétérogène sur lequel se construisent les modèles, d'où une méthode agrégatrice et intégratrice qui est aussi une complexification des acteurs, l'ordinateur et le web qui jouent un rôle central, et en particulier dans cette question de permettre l'interdisciplinarité, et un déplacement du modèle lui-même vers, je dirais, les processus de modélisation. Vous savez, quand on faisait... Il y a tout un truc à dire sur l'épistémologie des modèles, je n'ai pas le temps de le faire là. Avec certains collègues, on a publié 2 ouvrages là-dessus, un qui s'appelle « Les modèles du futur », qui était justement
où on se coltine un peu avec cette question de l'épistémologie des modèles du futur, qui ne sont pas seulement, bien sûr, les modèles climatiques, qui sont très importants parce qu'ils permettent, ils sont conçus comme ça, d'essayer de prédire les hausses de température ou les changements climatiques à des horizons plus ou moins lointains, et c'est pour ça qu'ils ont été construits, mais aussi, à partir des années 90, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisqu'on est, en particulier aux États-Unis, dans une discussion qui devient de plus en plus âpre avec les pouvoirs politiques et les agences américaines sur l'existence ou pas du changement climatique et comment est-ce qu'on fait, etc., c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le GIEC est créé, en 1988. Il a été créé d'une certaine façon parce que les politiques ne sont pas d'accord et se défaussent sur les scientifiques en disant, bon, on va créer le GIEC et on va voir ce qui va se passer. Vous allez dire ce que vous allez en faire. Pourquoi? Parce que, par exemple, aux États-Unis, le département de la défense, le DOD, ce qu'on appelle, est archi contre tout ce qui est changement climatique, ne veut pas en entendre parler, il n'y croit pas une seconde. Évidemment, lui, il s'occupe avant tout des questions de l'énergie, et puis il est très lié aux républicains. Et de l'autre côté, il y a le EPA, l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement, qui est beaucoup plus ouverte aux alertes des climatologues, parce qu'il y a des alertes. Là, je n'ai pas le temps de tout raconter, mais évidemment qu'à partir des années 70-80, il y a eu régulièrement des rapports des scientifiques américains de l'Académie des sciences américaines pour les présidents successifs des États-Unis. Il y en a eu pour Reagan, il y en a eu pour Carter, il y en a eu ensuite pour Bush, enfin le premier Bush, etc. Et c'est en général, il y a une historienne des sciences qui s'appelle Naomi Oreskes, qui a étudié avec un autre collègue américain la succession de ces rapports. Ils ont tous la même structure, ils ont tous les mêmes, grosso modo, les mêmes résultats, puisque tout le temps, ils alertent, ils disent c'est très... Et à la fin, il y a toujours un chapitre des économistes qui dit oui, c'est peut-être... bien sûr, il y a du changement climatique dans l'air, mais on va s'adapter et ça sera moins cher. Et ça sera moins cher, les gens vont se déplacer là où ce sera trop difficile, les gens vont migrer, les gens vont faire ci, etc. Et y compris, par exemple, Nordhaus, qui est un économiste qui, aujourd'hui, c'est un scandale, a eu le prix Nobel d'économie la dernière fois, je crois que c'était en 2019 ou un truc comme ça, enfin, c'est pas le vrai prix Nobel, mais enfin, en économie, celui qui joue le rôle de prix Nobel, qui est donné aussi en Suède, on dit que c'est quelqu'un qui a été ouvert à la question climatique. Ouvert à la question climatique, il a quand même écrit tous les chapitres, en participé, et en particulier à celui de 1979, c'était effectivement très tôt, où il disait, non, il y a le changement climatique, mais on va s'adapter et ça coûtera moins cher. Et celui de 79, j'en parle parce qu'effectivement, il a été écrit coordonné, le premier auteur, le climatologue, c'est Jules Charnay, justement, ce climatologue qui avait travaillé avec von Neumann, et qui va estimer ce qu'on appelle la sensibilité du climat à l'atmosphère, au forçage du carbone. Et il donne la fourchette dont on n'est pas sorti, on n'est absolument pas sorti de cette fourchette, de 1,5 à 4,5 degrés, c'est-à-dire si on double le forçage, la concentration de carbone dans l'atmosphère, de combien peut augmenter l'atmosphère. Donc, il donne cette fourchette et il dit que ça sera vraisemblablement de 2,5-3 degrés. Bon, la fourchette d'erreur, elle va de 1,5 à 4,5, mais ça sera vraisemblablement cela. Bon, et vous savez que doublé par rapport à la période pré-industrielle des années, en gros, fin du XVIIe siècle, avant l'apparition de la révolution thermique et tout ça. Qui se fin du XVIIIe siècle, pardon, fin du XVIIIe siècle, avant la révolution industrielle, etc. Bien, donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 90 dans les années 90,
Donc la question du changement climatique relève clairement de l'économie. À ce moment-là, le mot clé n'est plus le mot modèle, c'est le mot scénario. Parce que qu'est-ce qu'un scénario? Un scénario exprime, à travers des prédictions numériques et des narrations, des storylines, comme on dit, la cohérence, si on peut dire, spatiale et temporelle d'un certain nombre d'hypothèses à propos du forçage du système climatique par l'effet anthropique, par les perturbations anthropiques, et maintenant, avec cette question des scénarios, c'est d'autres communautés scientifiques que les climatologues qui vont intervenir, entrer pour, d'une certaine façon, développer ces scénarios. Ça va être les économistes, bien sûr, des biologistes qui sont intéressés par les interactions entre le cycle du carbone, les sols, la végétation, la couverture forestière, des choses comme ça, et éventuellement des sociologues aussi sur le développement des scénarios, puisqu'ils peuvent parler aussi des déplacements de population, des concentrations urbaines, etc., et de tous les effets de ces déplacements sociaux et sociétaux pour modéliser et pour avoir des scénarios et d'une certaine façon avoir cette idée-là. Donc ceux qui vont être construits par l'IPCC, donc l'IPCC, comme je vous ai dit, le GIEC a été créé en 1988 et puis il a fait son premier rapport en 90 qui a clairement identifié la cause anthropique sans dire d'abord qu'elle était totalement démontrée. Ce sera dans le rapport suivant qu'il va le faire. Mais quand même, ça devient très important. Et ensuite, vous savez que la gouvernance climatique, elle se met en place après le sommet de la Terre de Rio, le premier sommet de la Terre de Rio en 92, qui est un moment particulier. J'insiste un peu parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment complètement différent, avec la guerre en Ukraine, l'éclatement de tout cela. Et je voudrais avoir un petit moment pour parler de l'ensemble de ces illusions et de cette construction du régime climatique. J'appelle régime climatique, c'est un mot que je n'ai pas inventé, mais qu'on utilise beaucoup dans nos communautés. C'est-à-dire, ça vient à la fois des sciences politiques, mais aussi des régimes de production scientifique. C'est-à-dire, régime, c'est l'ensemble des institutions, des communautés, des façons de faire, etc., qui participent à la connaissance et la construction d'un domaine. Et ce régime climatique, si on peut dire, international, il a été, évidemment, le GIEC en est un acteur absolument majeur, qui est créé donc, depuis 88, et puis à partir après Rio, et Rio, pourquoi il décide de faire ça? Parce qu'évidemment, l'Union soviétique vient de tomber, on a le rapport Brundtland, qui était la secrétaire générale des Nations Unies, ancienne première ministre suédoise, je ne sais pas si c'est suédoise ou norvégienne, j'ai un truc, qui venait de faire un grand rapport pour dire le monde est un, il faut qu'on construise des institutions aussi pour y répondre. Puisque maintenant, il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre froide, on est tous dans le même bateau, eh bien, il faut qu'on construise des institutions. Et donc, ces institutions, évidemment, qui doivent être à la hauteur des nouveaux défis, en particulier, ça concerne la question du climat. Et dans les années 90, c'est ce qui va se faire. En 1994, la première conférence du climat, et puis ensuite, les 26 autres, jusqu'à l'année dernière, à Glasgow, voilà. Donc, c'est chaque année. Et en même temps, comment dire, bon, ça, je vous ai raconté déjà tout ça, je crois. Oui, je ne vais pas parler de ça, donc je vais en parler de ça. Une seconde.
Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Donc, il va y avoir les COP chaque année. Et un certain nombre d'orientations qui vont devenir extrêmement prégnantes pour aborder le problème climatique et avoir l'espoir de le résoudre. Alors, je dirais que, en ce qui me concerne, et puis avec l'équipe que j'ai animée au Centre Coléré avec un certain nombre de mes étudiants, on a analysé beaucoup et travaillé beaucoup sur ce régime climatique. Depuis l'année 2004, je suis allée chaque année dans les COP. J'ai interviewé des tas de gens, des scientifiques évidemment, beaucoup. Là, je travaillais aussi sur les sciences du climat, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres, c'est-à-dire en particulier, par exemple, les gens des pays en développement pauvre d'abord, parce que les gens des pays en développement pauvre, dans les années, fin des années 90 et jusqu'à, on peut dire, 2007-2008, sont sceptiques sur le changement climatique. Ils sont sceptiques. Ils pensent que c'est un cauchemar que le Nord, les pays développés, ont inventé pour empêcher leur développement. Et donc, ils n'y croient pas du tout. Ce qui a été très intéressant, et ça c'est tout à l'honneur du GIEC, c'est que dans l'orbite de ces conférences climatiques, il y a eu une sorte d'alliance intellectuelle et politique entre, d'un côté, les scientifiques du GIEC, les ONG, qui ont toujours été très présents dans ces COP et qui sont des militants, des gens, le réseau Action Climat pour la France, mais aussi Greenpeace, WWF, des ONG des pays en développement, de l'Inde, etc. Bon, énormément de... Voilà, c'est ce qu'on appelle le off des COP. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, évidemment, les ONG, elles contrairement à d'autres questions sur le climat scientifique, pour lesquelles des fois les ONG ou le public se méfient de ce que disent les scientifiques, bon, on l'a vu évidemment avec le Covid, eh bien pour le climat, ça n'a pas été le cas. Les ONG ont tout de suite adhéré aux analyses du GIEC, ont tout de suite été convaincues et sont rentrées là-dedans. Et donc elles ont participé à la diffusion des résultats scientifiques du GIEC sur la question de l'existence du changement climatique, des ordres de grandeur, etc., vis-à-vis des pays en développement pauvre qui étaient les plus réticents, parce qu'ils avaient l'impression que c'était contre eux qu'on faisait ça. Et puis il faut reconnaître que la méthodologie, la façon dont on parlait du changement climatique, il disait mais c'est un transfert de votre méthodologie mathématique, scientifique, vers les questions économiques. Une molécule de carbone dans les rizières d'Indonésie, c'est pas la même chose qu'une molécule de carbone des bagnoles américaines. Or, dans votre modèle, c'est la même chose. Tout ça se mélange, on sait très bien que ça... Et donc, au début, c'était un vrai frein, c'était un vrai blocage. Et ça a pris des années à se faire, et c'est tout à l'honneur de ce point de vue-là, du GIEC, etc., d'avoir participé à cela, à cette diffusion et à cette forte compréhension. Il faut dire qu'ils ont été malheureusement aidés par les désastres climatiques qui sont arrivés, et qui, comme ce qui se passe cet été en France, ou bien en 2003 chez nous, eh bien, ont eu lieu dans différents endroits du globe, des désastres au Bangladesh, des inondations dans les deltas, aux Philippines, des tornades qui ont détruit je ne sais pas quoi. Enfin, bon, évidemment, le désastre de Katrina aux États-Unis, qui a été quand même en 2004 particulièrement aussi frappant pour les imaginaires, etc. Bon, il y a eu plein de choses comme ça. Et donc, le climato-scepticisme des pays en développement pauvre a reculé. Non seulement il a reculé, mais il a disparu. Et non seulement il a disparu, mais les pays en développement pauvre ont dit quoi? Ils ont dit, nous sommes, non seulement il existe ce changement climatique, mais nous allons en être les premières victimes. Et qui va nous aider? Personne ne va nous aider, et c'est nous qui en souffrons, nous n'en sommes pas responsables, etc. Donc là, ça a complètement changé le rapport des forces
au sein des COP. Mais malheureusement, le rapport des forces au sein des COP, il est marqué par les émetteurs, les grands émetteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, les États-Unis étaient toujours la première puissance émettrice du monde. Elle a été dépassée par la Chine en 2007, alors que les négociateurs, les calculateurs, tout le monde pensait que ça serait en 2030 que la Chine allait dépasser les États-Unis. Or, la croissance inédite de la Chine au cours de la première décennie du XXIe siècle a fait que tout ça a été balayé et on a changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, je reviens sur ma relation science et politique, parce que finalement, c'est un peu le fil directeur de mon exposé ici, c'est le fait que du point de vue dans le GIEC et dans les rapports du GIEC, qui jouent un rôle évidemment très important, hein, puisqu'ils donnent le là de l'état de l'alerte sur les dangers de l'alerte climatique, où est-ce qu'on en est, l'état anthropique, etc. Et puis, le GIEC avait beau dire nous sommes dans un modèle d'expertise que nous, les sociologues des sciences, nous appelons modèle linéaire, parce que ce modèle, c'était celui qu'on utilisait pendant la guerre froide. Justement, pendant la guerre froide, où les scientifiques étaient assez proches du pouvoir, on était dans ce qu'on appelle une expertise linéaire. C'est-à-dire, les scientifiques, on leur laisse tout à fait la libre autonomie, ils font ce qu'ils veulent au niveau de la recherche, au niveau de leur programme, et puis leurs résultats sont très intéressants pour les autres, pour les scientifiques, pour les politiques, pour les militaires, pour ceci et cela. Et donc, il y a quand même une séparation. Et voilà, ça s'appelait le modèle, il disait, nous, on est dans le modèle linéaire. Et le GIEC a aussi dit pendant très longtemps, on est dans le modèle linéaire. Nous, on donne nos rapports à la gouvernance climatique internationale onusienne, et puis elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Je vous en ai donné juste un exemple il y a 3 minutes, en disant que quand elle a fonctionné avec les ONG pour convaincre les pays en développement que le changement climatique existait bien, là, elle est sortie du modèle linéaire. Elle était dans une relation très interactive avec les délégués, etc. Et c'était une excellente chose, parce que ça a permis de faire reculer le climato-scepticisme de ces délégations. Et donc après, bon, alors, ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est que dans les rapports du GIEC, vous savez qu'il y a le premier rapport qui s'occupe de sciences, qui a été toujours le rapport le plus déterminant jusqu'aux années 2005, 2007, par là, c'est-à-dire montrer qu'il y a une alerte, montrer qu'il y a un truc. Ensuite, le deuxième qui s'occupe d'adaptation, il était franchement très faible pendant très longtemps. Et justement, après le moment de ces années 2007-2010, la première décennie du siècle, eh bien, où les pays en développement pauvre ont été sensibilisés, ils ont demandé à ce que le deuxième rapport, qui est le rapport qui s'occupe des questions d'adaptation, qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter, ou suivant les régions et comment, etc., soit beaucoup plus étayé, beaucoup plus fort, qui tiennent compte d'un certain nombre de travaux qui sont faits, y compris par des gens qui ne sont pas dans des grandes revues, et qui étaient des gens sur les terrains de ces pays, et qui étaient proches de connaissances de ces pays, etc. Et le rapport numéro 2 du GIEC a pris de l'importance, mais surtout le rapport numéro 3 a pris de l'importance. Le rapport numéro 3, c'est quoi? C'est le rapport des économistes, qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme je vous l'ai dit, là, dans ce rapport-là, qu'est-ce qui est important? C'est les scénarios. C'est-à-dire, on fait des scénarios sur comment est-ce qu'on va, comment l'économie peut évoluer, faire entrer tout ça dans la machine économique. C'est ce qu'on appelle aussi les modèles IAM, Integrated Assessment Model, modèles d'évaluation intégrée, qui sont du point de vue climatique extrêmement simplifiés, mais il y a de l'économie. Et voilà. Et donc ces modèles-là ont pris une importance plus grande. Mais en fait, ces modèles, ils étaient, comment dire, extrêmement globaux. Et là, j'en viens
à ce que je veux absolument développer ici maintenant, c'est à savoir ce que dans l'ouvrage que j'ai écrit, je vais vous dire, voilà, qui est celui-là que j'ai écrit il y a 4-5 ans avec un de mes anciens doctorants qui est devenu maintenant professeur à l'université de Hambourg. Il y a ce qu'on a, enfin, nous avons défendu une thèse auquel nous tenons énormément et qui a été, je dois dire, très citée partout, qui est celle de l'existence d'un schisme de réalité dans la gouvernance climatique internationale. C'est-à-dire que cette gouvernance, elle a fonctionné, je vais vous dire, attendez, non. Cette gouvernance, elle a fonctionné, d'abord la question climatique, j'appelle ça régime, ou tout ce qu'on veut, mais la question climatique, disons, elle interfère, on le sait maintenant, ça devient tellement banal, avec plusieurs autres régimes internationaux, qui est la question du commerce international, la question de l'énergie et la question du développement. Bon, j'appelle régime là, c'est toujours le jargon des politistes pour parler de toutes les institutions qui participent dans ces différents domaines. Or, d'une certaine façon, la question climatique, la gouvernance climatique internationale avait établi des murs coupe-feu avec tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'OMC, la Chine, vous savez, elle est entrée à l'OMC à la fin des années 90, et c'est devenu ce qui lui a, en partie, je ne dis pas que ça, mais permis une explosion de son économie, elle est devenue la manufacture du monde, mais aussi avec la garantie de pouvoir vendre ses produits, etc. Et tout cela, et les années 2000, la première décennie du XXIe siècle, vous savez que la question du climat aujourd'hui, elle est principalement... les 20 premières années de ce siècle ont été catastrophiques pour cette question. Tout s'est noué là, pendant ces 20 années-là. Parce que, effectivement, il y a eu une explosion des émissions dans les pays en émergence, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Et bien sûr, les États-Unis n'ont pas baissé. Bon, l'Europe est un peu la meilleure élève, si on peut dire, du processus international. D'ailleurs, je pourrais en dire beaucoup, mais je n'ai pas le temps, sur la façon dont elle s'est comportée à la direction, enfin, elle n'a pas toujours eu la direction, mais elle a quand même beaucoup été œuvrée avec volontarisme pour qu'il y ait des accords, etc. Et le problème, c'est toujours celui-là, c'est-à-dire il y a des blocages et on ne les voit pas. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a des illusions. Et ces illusions, les voilà, elles sont là. Et je dirais qu'aujourd'hui, en 2022, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe, on les a toujours, ces illusions. C'est-à-dire quoi? Alors, bon, j'exagère un peu sur la première, parce que quand même la guerre en Ukraine, ça change. La fiction du tous ensemble. On est tous sur le même bateau. C'est une conception totalement apolitique. Le climat, c'est le résultat d'un processus historique, évidemment, de développement, qui est marqué par des asymétries, marqué par des inégalités, qui en suscite d'autres. Et puis, on sait bien aujourd'hui, on le voit tellement avec la Russie, etc., que on voit que si les pays, si vous voulez, qui ont des ressources fossiles et qui ont en plus, en ce qui concerne la Russie, un arsenal nucléaire, font un chantage énorme à ces énergies, à l'utilisation de ces énergies vis-à-vis des autres pays. Bon, deuxième, une lecture aussi, très environnementale du problème. C'est-à-dire que dans le problème dans la gouvernance climatique, on s'occupait un peu de quoi? De pollution, etc. Mais jamais, mais je vous dis jamais, parce que j'ai assisté à tous ces trucs, y compris à l'accord de Paris, à la négociation sur l'accord de Paris en 2015. L'accord de Paris en 2015, on n'a pas prononcé le mot d'énergie. Le mot d'énergie n'est pas dans le texte. Donc, vous pouvez imaginer
Quand je dis schisme de réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, on fixe des objectifs de décroissance des émissions à tel horizon, en général assez lointain quand même, pas trop près, surtout pas. Donc dans 20 ans, dans 30 ans, il faut que pour respecter 2 degrés, on soit en 2050, ceci, ça. Mais je dis ça quand on était déjà en 2005, on discutait de ça. À Copenhague, par exemple, la fameuse conférence de Copenhague de 2009, qui a été un boomerang déjà, parce que tout le monde croyait que, comme c'était Obama qui arrivait pour la première fois dans la négociation internationale, eh bien ça allait tout changer. Les Américains allaient faire preuve de bonne volonté, on allait discuter, etc. Bon, pour ceux qui se rappellent, en 2009, c'est il n'y a pas si longtemps, Le Monde et 50 des plus grands journaux du monde ont titré en 5 colonnes à la une, voilà, le même éditorial, demain on sauve le monde ou pas? Est-ce qu'on va sauver le monde demain? Bon, finalement, on ne l'a pas sauvé. Non seulement on ne l'a pas sauvé, mais ça a été une catastrophe. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Chine et Obama, et la Chine très habilement a emmené l'Inde et le Brésil avec elle, et l'Afrique du Sud, dans les hôtels pour discuter. Pour discuter de quoi? Eh bien, du pacte, du nouveau pacte qui existe en ce moment, qui est toujours à l'œuvre, entre, d'une certaine façon, même s'il y a la rivalité stratégique États-Unis-Chine, eh bien, ils ont discuté de gagner du temps dans la transition. C'est-à-dire, voilà, évidemment, Obama n'a pas dit le changement climatique n'existe pas, mais le mode de vie américain n'est pas négociable, ça restait quand même ça, on ne va pas changer d'un jour à l'autre, donc voilà, on se donne beaucoup d'échéances à long terme. Oui, à long terme. Et donc, c'était ça. Et puis l'Europe, qui était un bon élève, qui avait essayé, qui était présidente de la conférence à Copenhague, etc., balayée par tout ça. Et elle a mis 6 ans à s'en remettre et à revenir un peu avec l'accord de Paris, toujours pleine de bonne volonté, etc., etc. Donc non, il faut quand même comprendre tout ça. Peut-être que je vais... voilà, bon, je vais juste dire 2-3 petites choses pour finir quand même. Donc voilà et puis bon, cette histoire. Maintenant, si vous voulez, je vois ce slide. Il n'est pas si vieux. C'est vrai que je l'ai pas fait hier. Je l'ai repris d'un exposé que j'ai fait pour Esprit il y a 2-3 ans. Ben voilà. Mais maintenant, on a l'impression qu'après cet été et la guerre en Ukraine, là, c'est fini. On a bien compris tout ça, et que c'était des illusions, et qu'il fallait s'en défaire, etc. Mais il faut réfléchir comment ça a fonctionné depuis 1994, le début des COP, jusqu'à, je dirais, voilà, aujourd'hui, jusqu'à l'année 2022. Parce qu'à Glasgow, qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow? Vous savez, c'était la 26e, après le Covid, et présidence anglaise, Boris Johnson, etc., l'esprit à la fête, l'esprit de Davos, il l'a dit d'ailleurs, je m'inscris dans l'esprit de Davos, le changement climatique, bien sûr on a des milliards, nous les États pour le faire, mais les entreprises, toutes ces entreprises, des fossiles, des smart grids, du numérique, de tout ça, ils ont des milliards, des trillions, et c'est eux qui vont aider à la décarbonisation, et je les appelle, etc. Et tout le monde est heureux, et ça marche. Enfin, ça marche. En tout cas, il y avait une euphorie. Mais évidemment, ça ne marche pas. Et donc, voilà. Moi, je dis ça parce que, par certains côtés, je reviens à mon côté lanceur d'alerte. Donc, je voudrais dire, pour que les choses soient claires et quand même pour retomber sur un côté plus académique, terminer sur plusieurs choses. D'une part, les modalités selon lesquelles les sciences du climat ont pu influencer les politiques au cours de toutes ces années-là. D'une part, je dirais que, bien sûr, le réductionnisme physico-chimique des sciences du climat tend à mettre en avant les caractéristiques universelles des gaz et à les séparer de leur signification sociale. Et ça a été très longtemps, très prégnant et un blocage vis-à-vis des pays les plus pauvres. D'autre part, la concentration sur les modèles globaux comme outil incontournable pour les prévisions, y compris les prévisions régionales, a contribué à globaliser les problèmes,
faire apparaître l'arène globale comme l'échelle naturelle et exclusive de traitement du problème. Et je sais que nous, les chercheurs, etc., ça fait au moins 10 ans qu'on parle de territorialisation de la gouvernance. Il faut qu'il y ait des gouvernances par pays, par région, y compris de l'Europe, etc., mais certainement ne plus se contenter de cette gouvernance internationale, parce que, voilà, il y a tellement de disparités d'intérêts, et aujourd'hui, malheureusement, ça nous revient comme un boomerang, cette affaire. Et d'autre part, là, il y a eu une critique très vive, bon, là, qui est compliquée, sur le fait qu'il y a une focalisation des scientifiques sur les évolutions les plus probables dans les modélisations, qui a pu contribuer, selon d'autres, là, je m'en fais l'écho, mais je ne peux pas dire que j'ai regardé avec une égale attention tout ça, à une marginalisation des extrêmes pendant un certain temps. Évidemment, aujourd'hui, les événements extrêmes sont devenus tellement, je dirais, quotidiens à l'échelle du monde, que ce soit les feux de forêt là, les tempêtes, les ouragans, les canicules, etc., que le GIEC ne peut plus faire ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été quelque chose qui l'a relégué au second plan. Et réciproquement, comment le processus politique influe sur le développement des sciences du climat? Je crois que l'organisation du champ scientifique et les relations entre disciplines à l'intérieur du champ sciences du système Terre, climat et compagnie, ça doit beaucoup au processus politique. Il y a une distinction hiérarchique entre communauté de modélisateurs et d'évaluation des impacts, qui implique une asymétrie de moyens qui a été mise, par exemple, sur l'évaluation des impacts, parce que, bon, les sciences du premier groupe, c'est les sciences les plus prestigieuses. Hein, c'est celles qui sont les plus top-down, et voilà. Et puis, donc, il faut dire que les GCM, c'est-à-dire les General Circulation Models, c'est-à-dire les modèles de circulation générale, qui sont les modèles où la partie atmosphérique est la plus importante, c'est en gros les modèles climatiques, les concepts globaux comme température moyenne, niveau moyen des mers, ça c'est des choses, et le traitement global, ça se renforce. Et c'est vrai que très longtemps, utiliser cette idée de température moyenne du globe, qui était toujours le vecteur le plus important dans la communication vis-à-vis des politiques, c'est pas bon, parce que d'abord, on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on dit que la température moyenne du globe a augmenté de 1,1 degré. Mais sur les continents, c'est bien plus, parce que les mers, évidemment, voilà, sont beaucoup plus, se réchauffent moins vite. Et en France, par exemple, déjà, la température moyenne de la France a augmenté de 1,7 degré déjà. C'est-à-dire bien plus qu'1,1 qui est la température moyenne. Donc, ce concept de température moyenne est pas un bon concept enfin, me semble-t-il. C'est pas un très bon vecteur pour mobiliser et pour alerter les populations. Bon, là, je ne parle pas de tout ça. Et aussi, une dernière chose peut-être que je voudrais dire, c'est que on a assisté à ce qu'on a appelé une globalisation du climat et une climatisation du monde. Bon, on a beaucoup développé ces deux concepts, enfin la signification de ces deux expressions dans certains articles, même dans un livre. Globalisation du climat, bon, vous voyez ce que ça peut être, c'est assez simple. Climatisation du monde, c'est le fait que, par exemple, y compris dans les conférences du climat, il y a de plus en plus d'acteurs qui, entre guillemets, climatisent leurs problèmes. C'est-à-dire leurs problèmes. Bon, c'est vrai pour les pays d'Amérique latine, pour les pays du tiers-monde, etc., enfin des pays en développement, y compris émergents, qui ont des tas de difficultés ou d'autres problèmes sociétaux chez eux, et qui leur donnent une coloration climatique dans le régime, dans ces arènes climatiques. Mais finalement,
tout ça, ça veut dire que, effectivement, la notion de climatisation des problèmes, elle est de plus en plus banalisée, de plus en plus omniprésente, etc. Mais elle n'a pas permis, d'une certaine façon, une avancée véritablement des problèmes. Alors, je vais paraître très pessimiste là-dedans. Évidemment que je n'ai pas complètement pris ici, dans cet exposé, la mesure de qu'est-ce qu'on fait maintenant après l'été 2022 en Europe, par exemple, ou bien qu'est-ce qu'on fait maintenant en Europe après la rupture d'approvisionnement par le gaz russe. Bon, malheureusement, le mot de sobriété, les discours churchilliens sur, oui, il faut utiliser cette crise qui est terrible et cette guerre qui est absolument criminelle pour peut-être être quelque chose qui peut aller dans un sens dont nous avons besoin, c'est-à-dire la sobriété. La sobriété, elle est toujours considérée aujourd'hui comme punitive et voilà, et à prohiber, y compris à gauche, à droite, dans l'extrême droite, partout. Bon, peut-être ça va changer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, etc. C'est pas exclu, et je pense qu'on a des choses à faire là-dedans, mais évidemment, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans sobriété. Je fais pas un discours sur la décroissance, parce que je pense qu'il y a... Bon, c'est compliqué, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que la sobriété, elle est incontournable, elle est indispensable. Même s'il faudra utiliser et développer des technologies alternatives à certaines, mais on ne peut pas imaginer qu'on peut remplacer chaque chose par, le charbon par ceci. On voit bien que toutes les énergies ont des problèmes, toutes. Le nucléaire, le gaz, sinon on va remplacer les Russes par les pays du Moyen-Orient, c'est pas beaucoup mieux du point de vue de la question démocratique. Donc voilà. On n'est pas à l'abri de tas de choses avec ces fournisseurs-là non plus. Et c'est sûr que... voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais dire que... Non, je vais juste finir une chose, c'est que la modélisation du système Terre, la modélisation du climat, la modélisation intégrée, etc., tout ça, j'ai essayé de vous montrer, trop vite, etc., que c'est des choses qui ont une importance politique, sont politiques. C'est-à-dire que, bien sûr, du point de vue des scientifiques, c'est des outils puissants et une stratégie réussie pour mieux saisir et contrôler la complexité du monde et comprendre un certain nombre de phénomènes qui existent, et c'est vrai. Mais dans la perspective de l'historienne des sciences que je suis, mais aussi des sciences sociales et des sociétés, on a une image un peu différente qui émerge. C'est-à-dire que les modèles les Earth System Models et les modèles d'évaluation intégrée, surtout économiques, ils performent aussi les compréhensions, les processus de négociation, les issues du discours politique et de l'action. Et jusqu'ici, évidemment, vous pouvez imaginer que moi, l'action, je trouve qu'elle ne va pas assez vite et qu'elle n'est pas assez résolue. Merci. Merci pour cet exposé qui était très riche, très dense et tout à fait passionnant. Je suis sûr qu'il y aura plein de réactions ou d'envie de poser des questions. Alors. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais deux questions. Vous avez parlé du département de la Défense qui était très climato-sceptique, j'ai cru comprendre. Américain, oui. Et moi, il m'avait semblé entendre que ça avait changé, en fait, et que maintenant, ils y accordaient beaucoup d'importance. Et puis, une deuxième question sur peut-être un conflit de génération qui pourrait apparaître entre la jeune génération et les baby boomers, par exemple.
effectivement, la question du département de la Défense, c'est vraiment dans les années 80-90 aux États-Unis. Hein. J'ai pas parlé de maintenant où effectivement on dit que ça a bougé et où les comment dire merci oh, ça là ça marche. Non, je ne tiens pas parce que c'est lourd à porter. Bon, je suis pas vraiment une spécialiste sur la situation américaine. Vraiment, aujourd'hui, on sait qu'il y a des tas d'autres questions qui se posent. C'est sûr que c'est pas principalement aujourd'hui parmi les forces climato-sceptiques qui existent encore aux États-Unis. J'ai squeezé le slide sur l'ère Trump et les fake truths de Trump qui vraiment voulait sortir de la climatisation. C'était vraiment ça, quand même. Et c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Il a dit clairement, voilà, on sort de l'accord de Paris et on make America great again. Donc great again, ça veut dire aussi, hop, on y va. Il n'est pas question de se brider. Donc je crois que c'est difficile aux États-Unis. Franchement, c'est très difficile. Bien sûr, j'ai vu tout le rapport, le plan Biden, qui a été finalement adopté au Sénat cet été et qui prévoit des investissements considérables dans les énergies renouvelables, etc., tout en les faisant coexister avec un encouragement très grand vers les énergies fossiles et la fracturation pour les gaz de schiste. Tout ça se développe en même temps. On choisit pas. Bon, mais c'est comme ça. Et bien sûr, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, mais je vais pas le développer là. Hein, dans d'autres enceintes, là, effectivement, le 22 septembre, je présente un papier que j'ai écrit avec un collègue sur la guerre en Ukraine, la situation internationale et les espoirs ou pas de relever le changement climatique global, enfin de relever le défi de ce changement. Eh bien, je défends certaines idées, en particulier qu'aujourd'hui, je crois que l'Europe est notre seule béquille. Elle peut avoir des défauts, mais c'est notre seule béquille. Elle est imparfaite, mais voilà. Bon, je ne vais pas le développer trop ici, mais bon, voilà. Et l'autre question que vous m'aviez posée, c'était quoi? Ah, conflit de génération. Eh bien, oui, certainement, mais bon, je suis malheureusement de la génération de ceux qui sont un peu responsables, sans doute, du changement climatique. Mais bon, je suis un peu quand même, comment dire, je dirais pas inquiète, on en a parlé à midi, du fait que certains jeunes gens, je dirais, ceux de la jeune génération, sont très sensibles, pour certains, très sensibilisés à la question, mais ils considèrent qu'ils vont aller dans les Cévennes, faire de l'agriculture bio, eux, pour leur famille et leurs petits trucs. C'est pas ma conception de la politique, c'est pas ma conception de l'engagement, même si je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais bon, il faut quand même arriver à élaborer des stratégies plus globales. Non, je crois qu'il y a vraiment, comment dire, j'ai pas eu, c'était pas l'objet de mon exposé ici, mais si vous voulez, on a deux modèles pour essayer de résoudre le problème climatique. Jusqu'ici. Et ils me semblent tous les deux insatisfaisants. Et je peux les critiquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là. L'un, c'est le modèle, grosso modo, de l'économie libérale, voire néolibérale, tous azimuts, qui va finir par égaliser tout ça, et où les grandes entreprises vont finalement spontanément investir et tout ça. Ça n'a pas vraiment marché. Bon. Et puis l'autre qui est le grand état vert. Bon. Et ce grand état vert, où on voit des gens qui vous disent finalement la démocratie c'est pas terrible, un grand état vert bien autoritaire, ce sera pas mal, parce que c'est trop. C'est vrai que c'est un sujet qui est tellement dramatique que on peut pas se permettre de encore batifoler pendant 20 ans.
En tout cas pour les jeunes générations qui vont avoir de plus en plus, peut-être que moi je serai plus là dans 20 ans, vraisemblablement, mais bon, pour vous, etc., oui, il faut, et donc on peut pas attendre 20 ans, il faut agir maintenant. Et donc, ce grand état vert, il a aussi beaucoup il a des avantages, il peut faire des choses, mais il a beaucoup d'inconvénients. Et pour moi, l'illustration de la façon dont la Chine a géré la question du Covid récemment là, à Shanghai, par exemple, là au mois de juin, c'est un peu une illustration sinistre de la question. Mais enfin bon, on va pas aller dans toutes les directions. Une autre question, une autre remarque, plein, j'en étais sûr. Il faut Turquie en premier. Bonjour. Merci. Votre exposé me donne le sentiment d'une controverse autour de 3 notions. La vie, la terre, la machine. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, les 3 notions qui sont reliées par 3 hypothèses scientifiques, et chacune des hypothèses est une analogie. Premièrement, l'hypothèse cybernétique, la vie peut nous inspirer comme calcul. Deuxièmement, l'hypothèse Gaïa, la Terre est une sorte d'être vivant. Et troisièmement, le calculateur est un simulateur ou un modélisateur, c'est l'hypothèse des systèmes complexes. D'où ma question, qu'est-ce que cette structure tripartite, si je vous lis bien, nous apprend sur les rapports entre régulation du discours scientifique et nouveau régime climatique? Vous me lisez tellement bien que je ne l'avais pas dit comme ça. Je vais y réfléchir, parce que c'est bien vu. D'une certaine façon, non, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, comment machine, vie et terre, oui. Non, je sais pas. C'est-à-dire que honnêtement, je ne crois pas que j'ai maintenant que bon, je réfléchis un peu lentement, excusez-moi, à cette tripartition là. Je sais pas si là, j'ai tendance à être d'avant, enfin. J'ai plus réfléchi sur les relations vie et terre, et en particulier, effectivement, la question modélisation du système Terre et hypothèse Gaïa. Alors maintenant, la cybernétique et le calcul, la machine, la technologie de façon générale, est absolument majeure dans cette relation, historiquement, depuis on peut dire le XVIIe siècle, et c'est en cela qu'effectivement, vous avez raison, je ne crois pas qu'on pourra résoudre le problème par des déplacements seulement entre les 2 premiers. C'est pour ça que je disais, à la fin de mon exposé, le discours un peu ras de terre sur la décroissance et le renfermement, l'enfermement, je dirais, de chacun, etc., ne me convient pas. Alors, peut-être parce que je suis, quelque part, je viens aussi de ces périodes anciennes que je vous ai décrites, de ce moment-là. Oui, c'est aussi des moments qui m'ont intéressé beaucoup, voilà, qui m'ont nourri. C'est à ce moment-là que, voilà, j'ai fait mes études dans les années 70, etc. quoi. Donc bon, des mathématiques, justement de la cybernétique, ça m'a intéressé, etc. Et je suis mais ce que je ne sais pas aujourd'hui, enfin, c'est ce qui me laisse perplexe, et j'ai pas un discours ficelé là-dedans, et je pourrais pas l'inventer maintenant pour vous répondre. C'est comment on va pouvoir à la fois, parce qu'il faudra nourrir le monde, et on sera 10 milliards très bientôt, et pour le nourrir, il y a besoin de cybernétique, il y a besoin de technologie, il y a besoin de tout ça, et c'est pour ça que ceux qui vont juste dans leur cévenne et qui disent je m'occupe de ma famille et je veux plus consommer, je veux plus rien, etc. Bon, ça me frustre, ça va pas, pour moi ça va pas. Mais comment
d'un point de vue politique et sociétal, avoir un projet, je vais pas le faire là, je suis pas une personne politique, je suis pas à la place de Macron, mais j'aurais, si vous voulez, si on me le demandait, c'est vrai, un certain nombre d'idées pour tout de suite réagir, pallier, enfin, etc. Mais sur le plus long terme et de façon beaucoup plus large, parce que c'est en cela que je dis le problème, il est quand même global, même si je crois que la façon dont la gouvernance globale a été quelque chose de très très néfaste, quoi. Ça nous a enfermés pendant des années sur du surplace et de l'illusion. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un boomerang, parce que le schisme de réalité, c'est d'avoir pensé qu'il n'y avait pas de enfin, grosso modo, la géopolitique n'était pas un problème. On était tous ensemble, le péril était tellement important que, mais maintenant on voit bien que non. Puisque voilà, la Russie, elle s'en fiche du changement climatique, la Chine, elle s'en fiche peut-être pas, mais enfin, en gros, elle veut gagner du temps, elle veut ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce on peut pas non plus se dire seulement la France. Quand on est président de la République française, si, on s'occupe de la France, de l'Europe, mais quand on est une pauvre intellectuelle qui essaye de réfléchir à tout ça, non, on est obligé de réfléchir aussi à l'articulation du local et du global. Bon, je vous réponds de façon très, très insatisfaisante, j'en suis consciente. On a complètement explosé tout le temps, donc si on a une autre question, allons-y. Je monte. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question sur la propriété. Donc, avec l'augmentation du manque de ressources, est-ce qu'on va pas avoir une crise de la propriété qui va arriver, par exemple sur les forêts ou l'eau ou tout ça? Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bon, je dirais que c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Il y a des gens qui élaborent des projets, c'est pas vraiment mon domaine, sur les communs. Il n'est pas du tout exclu voilà, par rapport à un certain nombre de questions sur l'eau, etc. Il y a justement des modalités de bien commun qui s'élaborent, qui se légifèrent, qui se juridisent. Enfin, des juridictions qui portent dessus, ça a déjà existé. On peut imaginer que ça peut se systématiser, etc. Et puis, ce qui est... Voilà, oui, je ne sais pas comment vous dire. L'angle propriété n'est pas celui que j'aborde en premier, mais bon. Alors, comme je crois que les organisateurs sont en train de s'inquiéter, je vais m'octroyer la dernière question de manière autoritaire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de la moyenne globale, parce que évidemment, la moyenne globale, pour n'importe quel scientifique, c'est pas la bonne quantité. Vous êtes devant une communauté qui parle qu'en distribution, en probabilité, qui englobe les extrêmes, etc. Mais à l'inverse, probablement l'outil loi de probabilité n'est pas forcément le bon outil pour le décideur. Et la question que j'ai, c'est en fait, finalement, est-ce que au nom de cet honneur de la science que vous avez évoqué, les scientifiques, globalement, ne refusent pas d'adopter une position qui est celle du décideur? Et est-ce que c'est pas ça l'erreur des scientifiques? Enfin, bien sûr, on peut reprocher des tas de choses à des tas de gens, mais commençons par nous poser des questions sur ce que peut-être la science ou les scientifiques ne font pas bien et ne font toujours pas bien. Et est-ce que peut-être c'est ça, c'est le refus au nom d'un principe de science idéale ou parfaite, de refus d'adopter la position de celui qui doit décider, et donc qui a besoin d'un compromis entre un outil trop sophistiqué et un outil trop simple? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu beaucoup de débats et de très amicaux, etc., mais néanmoins vifs, sur un certain nombre de critiques que je faisais au GIEC.
et effectivement, dont l'une était se défausser sur l'idée je ne suis pas prescriptive, je n'ai rien à dire, j'apporte juste la connaissance scientifique des choses et c'est tout. Et je pense que en ce qui concerne sur beaucoup de sujets ça marche pas, mais là particulièrement pas. Et en partie dans la gouvernance climatique internationale, je crois que je vois d'ailleurs que depuis un certain nombre de mois, il y a un vrai débat chez les scientifiques là-dessus. D'ailleurs, le résumé pour décideurs, il n'est toujours pas sorti du rapport du GIEC. Et il est en débat très vif parmi eux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a, oui, c'est vrai qu'il y a une grande tradition des scientifiques, des sciences dures, qui consiste à dire, voilà, nous c'est les modèles, on donne le truc, et puis après c'est aux politiques de choisir, c'est pas à nous de, etc. Mais et puis d'autres communautés scientifiques, mais qui ne sont pas dans la hiérarchie de ces disciplines, qui ne sont pas positionnées au même endroit, qui sont justement un petit peu beaucoup plus souples. En particulier, par exemple, il y a eu parmi les chercheurs en sciences sociales une critique de ce qu'on a appelé le déterminisme climatique des géants du GIEC, en particulier à propos des pays en développement. Est-ce que pour les pays en développement, regarder tout à travers le climat? Alors maintenant, ça aussi c'est un peu passé, parce que le GIEC a fait rentrer récemment, je dis récemment parce que c'est pour le dernier rapport, c'est pas vrai dans les autres, la notion de transition juste, où il rentre beaucoup la question du social, etc. Il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas aussi une transition qui est socialement, qui s'occupe des classes sociales défavorisées et qui compense ce qui sera difficile pour elles dans la transition énergétique. Et c'est aussi vrai pour les pays en développement. Mais pour les pays en développement, ça c'était un truc qu'on disait depuis longtemps. Depuis longtemps, c'était dans l'image comme ça de la gouvernance globale, mais elle ne faisait rien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près 25 ans après le début de cette gouvernance. Il a été décidé à peu près après Kyoto que les pays en développement pauvre auraient 100 milliards par an. 100 milliards par an, c'est pas grand-chose, hein. Quand on voit les autres chiffres qui traînent et qui ont été adoptés, etc., pour les aider à l'adaptation. Et ça devait commencer en 2000. Alors, ça a été adopté en 2011, je crois, finalement, dans le processus. Et ça devait commencer en 2020. Monter en puissance à partir de l'année suivante et monter jusqu'à atteindre 100 milliards en 2020. On est en 2022, et on n'en est toujours pas aux 100 milliards du tout. Donc, si vous voulez, c'est sûr que, voilà, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas ça, quoi. Alors, le GIEC maintenant est sensibilisé un peu plus à ça. En particulier, je crois qu'en France, Valérie Masson-Delmotte, elle a un peu changé son discours. D'abord parce que aussi, le climat, les scientifiques du GIEC, ils ne peuvent plus s'adresser simplement aux gens de la gouvernance internationale du climat. Ils s'adressent aussi à tous les responsables, y compris, elle va maintenant à la Chambre des députés, elle va chez les ministres, enfin, on lui a demandé d'aller faire un exposé de formation des ministres, enfin, etc. Donc, elle et puis d'autres, hein. Donc là-dedans, elle peut pas, elle n'est plus exactement dans le système où finalement le GIEC a été créé dans le système onusien qui avait une certaine, il avait une certaine fonction dans le système onusien. Et puis bon, le système onusien, bon, moi je ne veux pas le critiquer non plus parce que si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien que c'est la seule chose qui nous reste quand on ne se fait pas la guerre, malgré tout. C'est important, ça existe. Les pays en développement pauvre, en général, ils sont très attachés, parce que, justement, après le désastre de Copenhague, l'Europe et beaucoup de pays en développement, développés,
voulaient l'arrêt de ce système. Ils en avaient marre. Moi, je suis allé à Cancun l'année d'après au Copenhague, on croyait vraiment que ça allait s'arrêter. Et ça a été les pays en développement pauvre qui ont sauvé la mise. Et la présidente mexicaine, qui était donc à Cancun, elle était ministre des Affaires étrangères à l'époque du Mexique, et c'est elle qui présidait la conférence, elle a manœuvré avec une habileté incroyable, elle a réussi à sauver l'avenir du processus, et elle est devenue d'ailleurs la présidente des COP, parce que l'ONU l'a nommée quelques années après, quand il y a quelques années, Laurence Tubiana a été candidate aussi, mais finalement c'est celle-là qui l'a remportée, parce qu'elle avait l'appui majeur de tous les pays en développement. Et bon, alors donc c'est très compliqué, et je crois vraiment qu'il faut remettre la gouvernance climatique internationale et d'une certaine façon le GIEC à sa juste place. C'est-à-dire le climat, on en sait beaucoup, on en sait vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de je ne dis pas qu'il faut arrêter comment dire. D'ailleurs, eux-mêmes, les climatologues vous le disent. Ils ont fait ce rapport. J'ai organisé en décembre dernier, je crois, ou novembre, un grand séminaire avec plusieurs des auteurs du rapport du GIEC qui venaient de paraître au cours de l'été 2021. Et ils disaient tous, on a fait ce rapport, et maintenant, il faut nous foutre la paix. Pendant 10 ans, ne nous demandez rien. Parce que, voilà, on a dit beaucoup de choses, on en sait suffisamment pour agir. Voilà, la recherche va continuer, mais faire ces énormes rapports, etc., pour la gouvernance du climat international, ça en a marre. Ils sont fatigués. Très bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu quelques phrases d'espoir dans ces dernières réponses, dont on va se servir pour clore cet exposé. On vous remercie beaucoup de cette intervention.